Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour Michel Odoul. Merci d'avoir accepté mon invitation, de répondre à mes questions, qui seront sûrement nombreuses. Voilà, j'espère que vous êtes là. Oui, toujours. Les problèmes de connexion, ici, il y a du vent. Il y a des coupures. Oui, il y a des coupures, mais je suis là. D'accord. Des problèmes de connexion avec le vent ici. Nous, on a beaucoup de tramontane aujourd'hui. Non, mais il fait beau du coup. C'est vrai que quand il y a du vent, Oui, il fait beau chez nous. oui, Voilà. voilà. Donc, Michel Odoul, j'aurais voulu que vous vous présentiez aux gens pour expliquer comment vous en êtes arrivé à écrire des livres pour aider les gens à se sentir mieux. Ouh là là, c'est une vaste histoire, ça. Tout dépend de combien de temps nous disposons. Si nous avons plusieurs jours, ça devrait pouvoir se faire. Pour faire simple, je suis quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise, qui a rencontré un jour l'Orient à travers une pratique d'un art martial qui s'appelle l'aïkido, dont l'enseignant et le grand maître étaient aussi un enseignant et un maître en shiatsu, qui est une technique corporelle thérapeutique. Et cette technique m'a fasciné et je l'ai d'abord apprise à titre personnel pour un usage familial, pour un usage de déstressage, pour un usage de bien-être. Et j'ai rencontré là, avec la vision de l'Orient, une vision absolument incroyable dans laquelle l'individu n'est jamais dissocié de la globalité dans laquelle il existe et il vit, et dans laquelle le corps et l'esprit ne sont jamais dissociés. Et c'est ce qui m'a conduit donc à quitter le monde de l'entreprise pour me consacrer entièrement à ma formation à ce domaine, et ensuite à pratiquer ce domaine en consultation individuelle et ensuite l'enseigner. Et c'est au fur et à mesure de ma pratique individuelle de consultation que j'ai constitué un certain nombre de structures de fond, de liens, de compréhension de ce que pouvait être le sens qui pouvait être mis en lien avec les souffrances physiques. Et c'est à la demande de mes patients que petit à petit, j'ai décidé de mettre en mots toute cette expérience et toute cette synthèse. C'est-à-dire qu'en fait, derrière la première publication de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, il y avait déjà 6000 consultations derrière, c'est-à-dire une sorte de panel représentatif qui m'avait permis de poser une espèce de grille de référence. Et l'intérêt de la publication a commencé à émerger là. Et puis ensuite, bien, autour du succès de ce premier écrit, j'ai été conduit en établir un certain nombre d'autres, donc à la fois celui de la question du sens que je viens d'évoquer, donc dis-moi où tu as mal, mais aussi également la question du temps, c'est-à-dire pourquoi il y a des phases, des périodes, des âges dans lesquels nous avons et nous rencontrons des situations qui sont compliquées. Et puis enfin, la dernière de mes publications, qui s'appelle « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux », qui est celle dans laquelle je donne quelques clés, quelques recettes extrêmement simples. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'état d'équilibre qu'on appelle la santé, qui n'est pas simplement l'absence de maladie, est quelque chose qui s'entretient et se travaille. Et l'entretien et le travail de cet état de santé n'est pas du tout quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, chaque jour. Et de la même manière qu'on se lave les dents, qu'on prend sa douche et qu'on prend soin d'une certaine réalité physique, il y a un certain nombre d'autres petites clés simples et majeures dans le rapport à soi, à la vie et aux autres, qui participent à l'état de santé ou au contraire génèrent et constituent l'état de déséquilibre. Le shiatsu, donc du coup, c'est une technique de massage qui va sur des points énergétiques, qui va sur des muscles, des os, sur quoi exactement? Comment ça se passe? Les deux, c'est-à-dire que si vous voulez, shiatsu en japonais, ça veut dire pression des doigts. D'accord. C'est donc une technique corporelle qui fonctionne par des pressions des doigts sur le corps et qui a deux champs d'action privilégiés. Un champ qui est ostéo-articulaire, un champ dans lequel effectivement on travaille sur les muscles, les articulations, les vertèbres, où on résout les tensions qui peuvent exister, on repositionne les choses correctement, etc. Mais également un travail dans le champ de l'énergétique qui s'appuie sur la connaissance de la médecine traditionnelle chinoise, donc des méridiens que l'on connaît en acupuncture, et du travail spécifique de certains des points de ces méridiens, qui sont on va dire des sortes de portes d'entrée agissantes, particulièrement intéressantes au niveau énergétique. D'accord. Une Donc séance? on a vraiment là une technique qui est à la fois une technique
on va dire, de bien-être. On parlait de la préservation de l'état de santé, donc de préservation de l'état de santé. Aller faire une séance de chiat d'entrée dans l'hiver, en faire une au printemps avant de redémarrer l'année, sont des choses qui vraiment sont très très bonnes pour le physique et le moral, mais également une technique thérapeutique, c'est-à-dire qui est en capacité de répondre à un certain nombre de problèmes. D'accord. Les patients viennent avec une problématique émotionnelle, physique, les deux. Enfin, ça règle autant l'émotionnel que le physique ou c'est les deux? D'accord. Oui, oui, oui. La plupart du temps. Alors, en dehors des patients qui viennent pour le bien-être et le confort, qui sont donc là dans une sorte d'entretien de soi, les patients qui viennent consulter pour une raison spécifique, la plupart du temps, c'est pour une raison physique. C'est la chose qui nous contraint peut-être à. Donc, je dors mal, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au dos, j'ai des migraines, j'ai des crampes, je me sens pas bien, je suis fatigué, j'ai un sommeil qui est peuplé de cauchemars et je n'arrive pas à me tranquilliser et à me calmer, etc., etc. Ce sont tout le temps d'indications particulières. Mais ensuite, avec le travail en psycho-énergétique, le praticien, la plupart du temps, conduit le patient à constituer un lien avec sans doute ce qu'il vit, avec ce qu'il rencontre, avec la phase de vie dans laquelle il est, qui peut lui permettre de comprendre la raison pour laquelle son corps exprime les choses de cette façon-là. Il arrive malgré tout que des personnes viennent voir un praticien en disant, ben voilà, en ce moment, je n'ai pas le moral, je ne suis pas bien, j'ai du mal à m'endormir, j'ai vraiment des angoisses et des inquiétudes. Et le praticien est un vrai professionnel, il est en capacité de répondre. D'accord. Vous avez vu une évolution sur les 6 000 personnes, même plus maintenant à ce jour que vous avez traité en shiatsu? Est-ce que vous avez vu une évolution des problématiques? Ah oui, c'est clair. C'est clair que ça fait 35 ans que je consulte. En 35 ans, j'ai vu le type des problématiques évoluer d'une manière absolument incroyable et directement en lien, en prise avec nos modes de vie. C'est-à-dire que des problématiques de type auto-immune, allergique ou neurologique comme on rencontre aujourd'hui n'existaient pas à une certaine époque. Il y a 30 ans, les capsulites rétractiles, on ne savait pas ce que c'était. Les algodystrophies non plus, la fibromyalgie était totalement méconnue. Beaucoup de problématiques en dehors, peut-être éventuellement de la polyarthrite rhumatoïde et des spondylarthrites. Sinon, les problématiques de type auto-immune, les Hashimoto ou les choses comme ça, étaient des choses qui étaient pratiquement peu connues et donc peu l'objet de soins. Aujourd'hui, les modes de vie que nous avons nous génèrent bien entendu des tensions extrêmes sur le plan neurologique et sur le plan immunitaire. Et c'est ce qui permet de comprendre, bien sûr, l'explosion de ces pathologies. D'accord. Il y a vraiment une évolution en même temps que la société, quoi, du coup. Oui, Le, absolument. ouais. Oui, absolument. Le stress aussi, quelque chose de très important dans vos consultations actuellement? Oui. Ben, le stress, il a beaucoup existé, toujours existé. Mais le monde du travail d'aujourd'hui, les modes relationnels qui peuvent exister dans la société, et ce n'est pas ce qui se passe dans notre époque et le contexte anxiogène qu'on nous fabrique qui vont diminuer ça, sont extrêmement provoquants au niveau du stress et extrêmement bouleversants sur le plan immunitaire, hein, parce que le stress est bien entendu immunodéprimant. Et partant de là, à partir du moment où nous sommes en état de stress larvé permanent, nous en sommes à nous méfier de l'autre, nous en sommes à nous méfier de tout, tout est un risque, tout doit être distance, tout doit être distanciation, etc., fait que nous sommes finalement dans une survigilance permanente. Et le système immunitaire, à un moment donné, eh bien, il perd l'équilibre, il se déparamètre. Et il peut se déparamétrer en s'effondrant, et à ce moment-là, nous ouvrons la porte à la maladie, ou il peut se déparamétrer en s'hyperexcitant. Et là, à ce moment-là, nous allons avoir des réponses qui sont des réponses qui peuvent être dramatiques. On a vu ça justement avec le Covid et les chocs cytokiniques qui pouvaient exister, qui étaient des surréactions à une agression qui n'était peut-être pas aussi risquée que cela, mais qui faisait que des systèmes immunitaires qui n'étaient plus en capacité d'identifier correctement généraient ce choc qui peut être mortel, bien évidemment. Et on voit combien l'insécurité larvée permanente est quelque chose qui est effectivement très, très, très agissant au niveau du stress. Ça, c'est
Pour justement faire baisser ce niveau de stress, vous conseilleriez quoi aux gens là? Deux petites astuces. La première des astuces, voilà, c'est éviter absolument, absolument toutes les chaînes d'information au bout et, d'informations en boucle le soir avant de se coucher. S'endormir sur des informations anxiogènes, c'est travailler toute la nuit sur ce que ces informations anxiogènes ont généré. Le deuxième des conseils que je donnerais, c'est au matin le réveil. Éviter là aussi le déversement de ces tombereaux d'anxiété, d'angoisse, de risque et de crainte qui nous sont déversés au réveil, c'est-à-dire au moment où nous mettons en place ce qui va déterminer ce qui va se passer dans notre journée. Donc le conseil très basique et simple, c'est pas d'infos en boucle avant 10 heures du matin ou plus tôt et après 16 heures au plus tard. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, bien entendu, c'est mettre en place tout ce qui va faire que nous allons nous protéger de cela, constituer un contexte familial et environnemental autant que possible, dans lequel ce qui est partagé, c'est de la détente, c'est de la gaieté, c'est des raisons d'être, c'est des raisons de vivre, c'est de l'amour, c'est de la confiance. C'est montrer aux enfants cela, c'est se nourrir en conséquence, éviter tout ce qui vont être toutes les alimentations compensatoires, que ce soit les sucres rapides, tous les excitants qui peuvent exister, etc. L'alcool, bien entendu, en fait, tous ces comportements de compensation qui sont ceux que nous avons naturellement, justement quand nous sommes inquiets, stressés, et que nous avons besoin d'essayer de calmer quelque chose en nous. Déjà, ces quelques éléments-là. Et puis ensuite, en fonction de ça, ce sont un petit peu tous les conseils que je donne justement dans mon dernier livre, à savoir pourquoi pas prendre simplement une douche le soir? On se met comme ça à la masse, on se nettoie pas simplement des salissures et de quelques bactéries, mais peut-être qu'énergétiquement, il y a un travail de fond qui se met à la masse. Pourquoi ne pas s'endormir sur une petite méditation de plaisir, de détente, d'un paysage qu'on aime, qui est tranquille et qui est calme, d'un soleil qui brille? Pourquoi simplement ne pas s'offrir une lecture qui soit une lecture qui fasse du bien? Nous avons tous dans nos archives et nos armoires des lettres d'amour, des lettres de gentillesse, des mots qui nous ont été envoyés par d'autres qui ont eu envie de nous signifier qu'ils nous aimaient, etc. Pourquoi ne pas les ressortir et les relire? C'est-à-dire se reconstituer une espèce de batterie de bien-être qui va essayer de contrebalancer la noirceur du monde. Plein d'amour le soir, c'est plus sympa pour dormir, ça c'est sûr. C'est pas mal, oui, absolument. Dans votre livre, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Il y a des choses qui risquent d'évoluer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire? Ben voilà, une douleur à l'épaule, vous l'avez décrite, les douleurs à l'épaule, elles sont décrites de pourquoi on a mal à l'épaule. Est-ce que vous pensez avec le temps que ça peut évoluer? Est-ce que les choses peuvent évoluer au fur et à mesure? Mais physiquement parlant ou dans Oui, la symbolique? non, non, physiquement parlant, physiquement parlant. Ben oui, physiquement parlant, nous sommes dans un monde dans lequel nous avons trouvé avec la chimie comment faire taire ce qui s'exprime. Et par conséquent, comme lorsqu'on fait taire quelqu'un, il trouvera une autre manière de s'exprimer. C'est-à-dire que les symptômes qui seront maltraités ou que l'on fera taire chercheront une autre voie d'expression. Parce que la vie en nous, elle a besoin de ce potentiel d'expression. Et si nous le castrons pour une raison ou pour une autre, quelle qu'elle soit, bien évidemment qu'elle va chercher un autre biais, une autre manière de s'exprimer, et qui sera donc un autre symptôme, qui sera un symptôme dérivé, ou qui sera un symptôme comportemental qui conduira à des comportements, par exemple, accidentogènes. Et donc une douleur à l'épaule qui va nous parler sans doute que nous vivons des situations dans lesquelles nous sommes contraints ou empêchés par le monde extérieur de faire quelque chose. Douleur à l'épaule, elle est muselée et on sait la faire taire. Eh bien sûr que nous trouverons une autre façon de l'exprimer. Et il y a plein d'autres manières d'exprimer que nous vivons des contraintes. C'est sûr, c'est certain. De plus en plus de médecins viennent vous poser des questions ou à vos colloques ou à vos à vos conférences, des choses comme ça? Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que la plupart des médecins de terrain
sont confrontés à une réalité très simple et très basique. Ils comprennent parfaitement que le rôle qui est le leur, qui est d'apporter du soin à des patients qui viennent les voir et de leur prescrire ce qu'ils savent faire, des médicaments qui leur permettront d'améliorer les choses, et Dieu sait si ça peut être utile. Moi, j'ai l'habitude de dire que si quelqu'un a mal à la tête, c'est pas parce qu'il prend une aspirine pour avoir moins mal que ça va l'empêcher de réfléchir. Le problème, c'est s'il prend l'aspirine pour ne pas avoir à réfléchir. Mais réfléchir en ayant plus mal à la tête, c'est quand même plus agréable et plus facile que de le faire en ayant mal à la tête. Et que par conséquent, il n'est à aucun moment dans mes propos question de ne pas traiter. En revanche, il faut traiter en conscience, c'est-à-dire donner du sens. Et ça aussi, les médecins le recherchent de plus en plus, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont en face d'eux des gens qui leur posent des questions, face auxquelles ils sont parfois un petit peu démunis. Et donc, j'ai effectivement pas mal de médecins qui m'écrivent, qui viennent éventuellement se former dans mon institut. Je suis invité dans des congrès de médecine. J'ai participé il y a 3 ou 4 ans au congrès des cardiologues d'Île-de-France. Je participe tous les ans à un DU de médecine à Strasbourg qui s'appelle, c'est le DUMMN, c'est-à-dire le DU de médecine, méditation et neurosciences, qui est un DU dans lequel justement des médecins viennent apprendre des techniques de méditation, des techniques de relation au corps un peu différentes pour essayer d'enrichir leur pratique. Et par conséquent, je pense qu'il y a là, en dehors de la faculté et de l'académie, une vraie tendance et une vraie demande, oui. D'ailleurs, beaucoup de médecins m'ont écrit suite à mon livre, le conseil ou le signal à des patients, etc., où des patients viennent. Alors moi, je ne consulte plus parce que je suis sans arrêt par Mons et par Vaux et que je ne peux plus tenir une consultation, mais beaucoup de patients venaient me consulter ou vont consulter des gens qui ont été formés. Vous proposez des formations par rapport à votre livre? Oui, ce sont des formations de professionnels, c'est-à-dire j'ai un institut à Paris qui s'appelle l'Institut français de Shiatsu, dans lequel je forme à la fois des praticiens en Shiatsu, donc des praticiens professionnels en Shiatsu, qui sont après des gens capables de s'installer et de recevoir en cabinet. Et j'ai également des praticiens, alors à condition d'être un praticien de santé, qui peuvent rentrer dans un premier module de médecine traditionnelle chinoise et ensuite aller vers la formation justement psycho-énergétique, c'est-à-dire des éléments tels que je les évoque effectivement dans mon livre « Dis-moi où tu as mal ». D'accord. Et la formation dure combien de temps à peu près? Alors, une formation professionnelle concernant des praticiens professionnels, c'est une formation qui dure entre 3 ans et demi et 4 ans et demi, suivant le rythme auquel les personnes les enchaînent. Une formation pour un médecin ou pour un ostéopathe professionnel qui, lui, va rentrer directement dans le cursus, à qui je ne demande pas spécialement des techniques de shiatsu, puisqu'ils ont des techniques corporelles qui leur sont propres et qui fonctionnent, ma foi, aussi. Donc là, ça sera quelque chose qui va durer à peu près une année, quoi. Oh, c'est bien, c'est complet. C'est complet. Et les Voilà. formations en shiatsu, combien de temps ça dure dans votre institut? C'est 3 ans et demi à 4 ans et demi, suivant le rythme auquel on enchaîne, parce que c'est des formations qui sont sous forme de modules, donc les personnes peuvent constituer des calendriers au rythme qui est le leur. D'accord. Vous avez une actualité, un prochain livre, vu que vous en avez un sorti il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y en a un autre qui est dans les tiroirs? Alors, dans les tiroirs très loin, mais vous savez, la période est particulièrement compliquée. Oui. Les maisons d'édition sont complètement saturées. Il n'y a plus véritablement de nouveaux livres qui sont proposés. Les libraires doivent d'abord épuiser les stocks qu'ils avaient, etc. Et puis en plus, Dis-moi comment aller de mieux en mieux est sorti au mois de mars. Oui. Donc il est sorti 2 jours avant le confinement, ce qui fait que par conséquent, en fait, c'est un livre qui n'est en vente que depuis la mi-juin à peu près. Donc il a encore une longue vie devant lui. Oui. Voilà. J'ai beaucoup de publications sur ma page Facebook. Je poste régulièrement des articles et des opinions sur un petit peu un certain nombre de sujets. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. J'ai été très heureuse de vous avoir en face de moi. Merci vraiment d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Bonne journée, puis à très Merci à bientôt, vous. Et puis, j'espère. bonne journée à vous. Voilà. Merci. Plein de lumière, plein de soleil. Merci. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.